Petite question personnelle, les amis. Est-ce que vous croyez à la vie après la mort ? Après la Toussaint et Halloween, on a choisi d'y répondre sur le plateau en compagnie de nos invités. Qu'est-ce que l'âme ? Comment bien mourir ? Des questions intéressantes, un peu parfois même dérangeantes. Rodolphe, tu peux lancer le générique. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans Fais voir ta région. Et si parler de la mort était une façon d'aimer davantage la vie ? Reconnaître que tout a une fin, c'est aussi de redécouvrir la valeur de chaque instant, la profondeur de nos relations et la beauté de ce que nous partageons ici et maintenant. Nos invités d'aujourd'hui côtoient la mort dans leur quotidien, mais aussi dans leur métier. On va en parler aujourd'hui. Ils nous invitent à regarder la vie autrement, la mort aussi, non plus comme un tabou, mais comme une porte ouverte sur la transformation, la paix et peut-être la continuité de la conscience. Avec nous aujourd'hui, Valérie Seguin et Thierry Lenoir. Bonjour à vous, bienvenue, prenez place. Je suis ravie de vous recevoir. Valérie. Ravie également. Thierry, bienvenue. Installez-vous seulement. Alors pour les petites présentations, Valérie Seguin, vous êtes auteure et réalisatrice. Vous avez réalisé plusieurs films et livres qui enquêtent sur la thématique de la mort et de l'âme, dont « Et si la mort n'existait pas ? Et si la mort n'était qu'un passage ?» Aujourd'hui, vous faites actuellement une tournée dans toute la Suisse romande où vous vous intéressez à ces questions de l'âme. Pour vous, personnellement, la mort, qu'est-ce que ça représente ? Un passage vers une autre vie, vers un au-delà, un monde invisible. Mon premier film, vous venez de le citer, « Et si la mort n'existait pas », c'est vraiment où en est la science sur la vie après la mort. Et aujourd'hui, pour moi, le débat, la vie après la mort, c'est une réalité. Aujourd'hui, il y a tout un courant scientifique qui est convaincu qu'il y a cette part énergétique en nous qu'on appelle l'âme ou la conscience, parce que les scientifiques ont plutôt tendance à l'appeler la conscience, qui continue à vivre après la mort. Voilà un premier tableau à vos côtés. Thierry Lenoir, vous êtes aumônier en milieu hospitalier à la clinique de la Linière à Gland et auteur de nombreux ouvrages sur la spiritualité en dialogue, dont Cœur à corps avec un violon, votre dernier ouvrage. Vous êtes d'ailleurs venu accompagner aujourd'hui de cet instrument, un prolongement peut-être de votre corps. Thierry Lenoir, la mort pour vous, qu'est-ce que ça évoque ? Qu'est-ce que ça représente ? Je rejoins tout à fait ma voisine, c'est-à-dire pour moi c'est un passage, c'est une naissance. Une nouvelle naissance dans cet au-delà qui nous attend et qui nous fait signe durant toute notre existence, certainement. Je suis ravie d'être aujourd'hui en votre compagnie, d'aborder ces questions qui sont peut-être encore aujourd'hui, encore toujours un tabou. Shams, toi, avec qui es-tu et où es-tu exactement ? Bonjour Andrea, bonjour tout le monde. Je suis avec Benoît Perret, le cofondateur des pompes funèbres Coller et Berti. Bonjour, ça va ? Bonjour Shams, bonjour à tous. On est ici un petit peu dans votre lieu de travail, on est au cimetière de Nyon. Mais déjà, pour commencer, c'est quoi travailler aux pompes funèbres ? Ça veut dire quoi ? Quel est votre quotidien ? Alors, notre quotidien, c'est un petit peu aussi les cimetières. Ça, c'est un petit peu les clichés. Il y a aussi l'accompagnement des personnes, des familles qui ont besoin de beaucoup de soutien dans ces moments-là et de pouvoir faire confiance également. Donc je dirais que c'est un mélange de beaucoup de choses, que ce soit du pratique, de l'accompagnement, du social un petit peu, et voilà. Oui, accompagné dans un moment difficile, le deuil. Vous déjà, quel est votre rapport à la mort ? Alors moi j'ai un rapport où j'ai pas peur de la mort en tant que tel. J'ai un rapport assez sain, je pense. Je pense que ça fait partie de la vie. On le craint dans notre société énormément, alors que pourtant ça a toujours existé. Mais je pense que ça nous renvoie un petit peu à notre propre fin et c'est ça qui effraie, je pense. Oui, c'est vrai que dans notre région du monde, la mort, c'est quelque chose de plutôt triste, de sombre, de dramatique. Vous comprenez que ça puisse être surprenant que vous ayez choisi ce métier. D'ailleurs, pourquoi vous avez voulu le faire ? Alors complètement, pourquoi ? Je ne sais pas encore aujourd'hui pourquoi. Je pense que c'est un peu une vocation. Donc, j'ai encore pas répondu moi-même à cette question. Mais voilà, c'est quelque chose qui est aussi enrichissant pour nous, dans le sens où on peut accompagner des personnes à rendre ce moment désagréable un petit peu plus agréable, et je pense que c'est vraiment gratifiant. Et du coup, l'enterrement ou l'incinération, c'est une étape importante dans le processus de deuil.
Alors la crémation, on dit la crémation pour les personnes. Oui, alors je ne sais pas si c'est une démarche importante, c'est en tout cas un choix. C'est un des deux choix qui s'offrent aux familles, que ce soit inhumation ou crémation. Ça, c'est des choix très personnels. Je ne sais pas, chacun fait son cheminement, chacun a ses croyances, ça c'est important aussi. Il faut vraiment respecter voilà, les croyances et les coutumes de chacun. Donc voilà, je pense que c'est ça qui importe. Et pour le processus de deuil, c'est surtout l'endroit de recueillement qui est important, je pense, pour la plupart des personnes, d'avoir un endroit où se recueillir. Et cet endroit, ça peut être en nature aussi. Les personnes ont besoin plutôt d'être dans la nature, dans un cimetière. Donc ça appartient à chacun. Et là, derrière nous, se trouve justement un corbillard de votre entreprise, donc qui est implanté depuis 2023 à Nyon et à Mont-sur-Rôle, c'est juste? C'est exact, oui, on s'est installé fin 2023 à Nyon, donc nous sommes une entreprise nyonnaise et nous avons ouvert une succursale à Mont-sur-Rôle. Et donc, bon, je précise, bien sûr, c'est une mise en scène, hein, donc on voit un cercueil. Oui, c'est un cercueil vide, évidemment, il n'y a personne dedans, c'est clair. Et donc, du coup, en parlant de ça, est-ce que vous constatez une évolution particulière ces dernières années? Parce qu'on parle beaucoup d'écologie, il y a de plus en plus de rituels laïques, j'imagine. Oui, bien sûr, il y a de plus en plus de rituels laïques, c'est quelque chose qu'il faut proposer aussi aux familles. Moi, ce que je dis à toutes les familles, c'est vous qui décidez, il n'y a rien qui est obligatoire. Des fois, on a encore tendance à avoir des familles qui pensent qu'ils devront faire d'une certaine manière, alors que ce n'est pas du tout le cas. Chacun est tout à fait libre, d'une manière digne évidemment, d'avoir un rituel qui lui est propre. Il y a des fois des familles qui font des cérémonies elles-mêmes. Et est-ce que vous avez quelques chiffres sur la région? Parce qu'on dit que voilà, ce sont des communes qui sont assez riches. Est-ce que ça se reflète dans le budget prévu pour accompagner les défunts? Alors évidemment, je pense que ça a un impact, c'est clair. On compare, alors on n'a pas une vision encore très globale, hein, évidemment, puisqu'on est plus actif dans la région, mais d'expérience, je remarque que c'est effectivement un facteur. Et vous avez créé votre entreprise en famille. Pourquoi ce choix? Alors pourquoi ce choix? Je pense que c'était un certain confort pour travailler en famille aussi. On s'entend déjà très bien, ça c'est un facteur qui est important. Et puis c'était l'occasion aussi de créer ensemble quelque chose qui nous était cher, c'est-à-dire aussi d'expérience personnelle. Je ne vais pas parler au nom de mes collègues qui sont absents et de mon associé, mais de pouvoir offrir ce que, en l'occurrence, elle n'a pas pu recevoir. Et c'est un côté qui est assez gratifiant aussi. Parce que vous êtes donc en famille avec deux femmes. Est-ce qu'on peut parler d'une approche plus féminine de l'accompagnement? Oui, alors ça c'est un aspect chez nous qu'on aime mettre en avant. Ma collègue n'est pas là aujourd'hui, elle est enceinte et donc elle n'a pas pu être présente, c'est dommage. Oui, évidemment, c'est quelque chose qui est encore assez nouveau, les femmes dans le domaine. Et moi je suis très content qu'on puisse en avoir, on en a besoin. Ne serait-ce que pour l'approche de certains cas, de situations, une maman qui aurait perdu son petit, ou autre, je pense que ce serait plus doux d'avoir peut-être une femme qu'un grand gaillard comme moi, en tout cas d'aspect. Et donc oui, on a besoin de ça. Okay. Est-ce que vous auriez une anecdote amusante, originale à nous partager sur votre métier? Oui, alors les questions qui reviennent à chaque fois, le croque-mort par exemple, on a cette croyance populaire qui nous colle un peu au basque, qui est heureusement pas vrai. Vous croquez pas d'orteil? Non, on croque pas d'orteil. Mais je vous ai expliqué en antenne ce que c'était un petit peu plus précisément, mais oui, je pourrais en raconter pendant des heures, il y en a énormément. Et moi j'essaie de rendre ce métier accessible, d'expliquer, de ne pas avoir de tabou et d'être très transparent. Et ça c'est quelque chose encore qui est aussi nouveau. Et si vous pouviez changer quelque chose dans notre rapport à la mort, dans la société, ce serait quoi? De l'accepter. On a un train de vie, beaucoup de matériel, et on se rend compte que finalement tout ça, c'est bien, mais ça ne nous rend pas immortels, en tout cas pas pour l'instant. Et je pense que de l'accepter, d'accepter que ses proches malheureusement disparaissent, c'est aussi une manière d'être plus serein et d'appréhender la vie de manière plus douce, je pense. Parce que vous me disiez en antenne que justement là après vous allez vous rendre à l'inhumation de votre père, donc c'est une étape importante dans la vie. Est-ce que vous pouvez la traverser d'une manière plus apaisée, si je peux dire, étant donné votre profession? Oui, alors c'est juste, après tout à l'heure on va inhumer l'urne de mon papa au cimetière à Morges. Oui, c'est clair que le fait de connaître un petit peu les tenants et les aboutissants, de savoir un petit peu comment ça fonctionne, d'être confronté à ça tous les jours, ça nous permet effectivement, je parle pour moi, hein, mais d'avoir une approche qui est un peu moins effrayante peut-être. Et on a une invitée en plateau qui croit à la vie après la mort. Est-ce que c'est votre cas?
Je pense qu'en travaillant dans les pompes funèbres, on ne peut pas croire en rien, c'est pas possible. Et je ne parle pas de religion ou de fantôme tel qu'on le connaît. Euh, oui, oui, je pense qu'il y a certaines choses qu'on ne maîtrise pas, effectivement. Tout à fait. Bah, merci beaucoup pour la présentation de cette profession pour le moins originale et pour cette visite du cimetière. Bah, merci à vous, Shams. Merci à tous. Au revoir, Andrea. Merci Shams pour cette visite et très belle journée à vous deux. Thierry Lenoir, Valérie Seguin, on reprend la conversation avec vous. J'aimerais recommencer avec vous au départ, Valérie Seguin. Vous dites que la mort de votre père a transformé votre vie. Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé exactement, si vous le voulez bien? Alors, c'était il y a 10 ans. Lorsque mon père est décédé, eh bien, en fait, j'ai eu énormément de contacts de sa part. J'ai eu imaginé le plus beau moment de votre vie. Moi, ça a duré 3 jours et demi. Donc, très vite, j'ai compris qu'il se passait quelque chose d'anormal. Et puis, en plus, j'ai reçu des messages. Voilà, j'étais enveloppée d'amour pendant 3 jours et demi. Et comme j'étais une rationnelle au départ, j'ai commencé à enquêter. Et c'est comme ça que je me suis aperçue que, par exemple, selon le livre tibétain des morts, c'est précisé que la première étape de l'âme, c'est précisément 3 jours et demi. Et moi, mon phénomène a duré 3 jours et demi. Dans la Bible chrétienne également, il y a marqué, c'est écrit dans l'Apocalypse, vous pourrez venir voir le défunt pendant 3 jours et demi avant de le mettre au tombeau. Donc apparemment, ces 3 jours et demi sont importantes. Et on dit souvent d'ailleurs qu'il faut veiller le corps pendant 3 jours. Alors moi, en tout cas, mon phénomène a duré 3 jours et demi. Pendant 3 jours et demi, j'ai été habitée de la présence de mon père avec un enveloppement d'amour assez incroyable. On va y revenir. Thierry Lenoir, vous accompagnez souvent les gens en fin de vie. Est-ce que c'est des retours, est-ce que c'est des expériences, des témoignages que vous avez aussi de la part des proches au quotidien de votre métier? Bien sûr, il y a souvent des témoignages d'une prise de conscience et d'une réalité qui nous dépasse, qui est inexplicable. Et je pense qu'on ne peut pas apporter forcément toute une réflexion qui nous dit voilà comment c'est de l'autre côté. Mais il y a une réalité qui tout à coup devient une évidence de quelque chose qui nous dépasse et d'une entrée dans une autre dimension. Je pense que la science aujourd'hui nous prouve qu'il y a des réalités parallèles et je pense que cette entrée dans cette autre dimension au travers de la mort a des résonances même scientifiques. Justement, que dit la science, Valérie Seguin, puisque vous avez enquêté, vous avez donné la parole notamment à des scientifiques, des médecins. Qu'est-ce que la science dit autour de cette thématique de la mort? Une vie après la mort, qu'est-ce que vous avez enquêté? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Alors déjà, il y a beaucoup de phénomènes. Là, moi, j'ai parlé des contacts, voilà, d'un contact en direct, spontané avec un défunt. Mais déjà, avant la mort, il y a aussi ce qu'on appelle la vision des mourants. Et mon père a eu ça aussi, 2 jours avant de mourir. C'est-à-dire qu'il a vu sa mère décédée avant lui 20 ans auparavant, venir au pied de son lit. Et ça, les médecins soins palliatifs qui sont ouverts à ça, enfin à ce genre de phénomène, nous disent que c'est tous leurs patients. C'est 99,9% de leurs patients quand on les interroge. Donc cette étape justement de changement de dimension, elle se fait déjà avant la mort. Donc c'est assez rassurant parce que ça signifie qu'on est accompagné vers la mort. Donc il y a ce phénomène qui est étudié avec, voilà, les scientifiques recueillent les témoignages. Il y a évidemment le passage avec les expériences de mort imminente qui est aussi étudié donc par les scientifiques. Et puis ensuite, il y a les contacts médiumniques aussi qui sont étudiés, contacts avec les défunts. Alors, pas en Europe, malheureusement, mais aux États-Unis, il y a un institut qui teste les médiums et qui a démontré qu'il était possible d'obtenir des informations émanant d'une personne défunte, sans tricherie. Voilà, donc ça fait beaucoup de phénomènes qui sont observés. Et quand on additionne, si vous voulez, avant la mort, pendant le passage et après la mort, ça fait beaucoup de phénomènes. Et vous dites que la mort se prépare, qu'il y aurait une prédisposition à bien mourir. Oui. C'est laquelle? Alors, je crois que si on devait citer, c'est vraiment partir apaisé. Parce qu'il semblerait que de l'autre côté, on vibre énergétiquement. En fait, on rejoint des plans énergétiques. Et ce qui fait que la manière dont on va partir, enfin, dont on va arriver de l'autre côté, va dépendre aussi notre arrivée de l'autre côté. C'est-à-dire, si on vibre en paix, avec des émotions positives, on va arriver de l'autre côté en paix. Alors que si en revanche, on est dans des pensées, dans des émotions de colère, de tristesse, eh bien, on risque d'arriver, si vous voulez, de l'autre côté, il semblerait qu'on crée notre monde. Je parle au conditionnel, parce que ce sont les témoignages qui nous montrent ça. Thierry Lenoir, justement, de par votre expérience, comment est-ce qu'on accompagne ces derniers instants et pour vibrer au mieux, si on reprend ces expressions-là? Alors moi, je reste focalisé sur cette vie avant la mort, et c'est vrai que beaucoup sont tellement paniqués par la mort qu'ils ne vivent plus. Donc c'est vrai que moi, je suis plus dans cette notion de la vie avant la mort. Et qu'on parte vivant
Jésus l'a dit lui-même, ne craignez pas ceux qui détruisent le corps, mais ceux qui détruisent l'âme. Donc, mourir avec une âme vivante, voilà, c'est cette préparation-là. C'est intéressant que dans les évangiles, Jésus n'a pas développé cet après, notamment quand un jeune homme riche est venu le voir, qu'est-ce que je dois faire de bon pour hériter de la vie éternelle? Et Jésus lui a dit, mais de commencer par être un vivant. Donc, pour moi, la préparation de la mort, c'est rester vivant jusqu'au bout. Ouais, ça c'est dit de manière très Et poétique. cet au-delà, ben voilà, c'est quelque chose qui nous dépasse, auquel je crois profondément. Il y a une réalité, mais qui me dépasse. Voilà. Les médecins, justement, qui sont à vos côtés à la clinique de la Linière, Oui. est-ce que tout le monde y croit? Est-ce que vous ressentez qu'il y a des réticences? Comment ça se concrétise dans votre quotidien? Souvent, les médecins veulent être pragmatiques. Il y en a certains, comme on vient d'évoquer, qui sont ouverts à cette autre réalité. Par contre, la plupart sont tout à fait conscients de l'importance d'une réflexion spirituelle et que c'est le moment ultime où la démarche de la spiritualité doit être extrêmement présente. Oui, Valérie Seguin, j'imagine que vous avez aussi un regard peut-être plus critique aujourd'hui. Quelles sont peut-être les limites? Qu'est-ce qui ne peut pas être expliqué ou confirmé? Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez aussi, vous, à certaines limites dans toutes ces recherches-là de vos enquêtes? Alors, on a beaucoup d'informations sur le passage, puisque les expériences de mort imminente, les différentes expériences, justement, nous montrent ce qui se passe juste après le passage. Il y a beaucoup de témoignages, et ce sont les mêmes dans le monde entier. Ensuite, comment ça se passe concrètement dans l'au-delà? Ce sont des hypothèses ensuite. Voilà. Et pour revenir, vous me demandiez comment partir aussi apaisé, c'est peut-être aussi se préoccuper dans sa vie, vous parliez d'âme vivante, de se préoccuper de pourquoi notre âme est venue sur Terre. C'est un moment, ne pas attendre finalement la fin de notre vie pour cette question spirituelle, pourquoi notre âme est venue sur Terre. Donc c'est aussi se poser la question pendant sa vie. C'est pour ça que moi j'ai fait d'ailleurs des films sur l'âme, comment aller à la rencontre de son âme, et un livre aussi dessus. Ouais, l'âme, justement, ces questions, on va justement s'y intéresser au travers d'un teaser de votre film, L'âme. On en reparle tout de suite après, si vous le voulez bien. Depuis toujours, l'humanité s'interroge sur l'âme. Ce film propose de poursuivre cette réflexion en donnant la parole à des philosophes, des médecins, des thérapeutes, des chercheurs de sens qui investissent le champ de l'âme. Au fond de nous, il y a quelque chose de très beau, de très pur, mais on n'a pas appris à le voir. Et Jung nous dit le drame de l'être humain au XXe siècle, c'est qu'il s'est amputé de son âme. Il faut sortir son âme de sa prison. Quand on est connecté à son âme, la vie paraît plus simple et plus joyeuse parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la confiance. Il y a une douceur qui s'installe. Et c'est comme si tout d'un coup, on avait notre corps qui... On va sentir un bonheur qui n'a aucune raison. Et ça, c'est ce que ça nous offre, d'être connecté à notre âme. Notre âme est une énergie d'un amour incroyable, d'une bienveillance incroyable à laquelle on peut se raccorder quand on veut. Mais comment nous relier à cet espace subtil? Comment découvrir son chemin d'âme? C'est un peu une sorte de chasse au trésor. C'est un grand jeu. Et que dans ce grand jeu, il y a des indices. Ça nous invite à changer d'intelligence. Ça changerait toute la société. C'est un voyage au cœur de l'âme que ce film vous invite à découvrir. C'est, en tout cas pour moi, sans aucun doute, la plus forte, la plus haute, la plus vaste, la plus belle expérience qu'un être humain puisse faire. L'âme. Comment en faire une force dans sa vie? En résumé, Valérie Seguin, l'âme, qu'est-ce que c'est? C'est de l'énergie. Ce serait a priori nos corps énergétiques. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a le magnétisme. On sait qu'on peut soigner aussi, il y a la médecine classique, mais il y a aussi le magnétisme qui s'intéresse au corps énergétique. C'est aussi l'acupuncture. Et donc, on aurait, pour moi, l'âme, d'après aussi les chercheurs justement que j'ai interviewés, ce serait nos corps énergétiques. Ouais, Thierry Lenoir, vous, comment vous la définissez? Je crois qu'il y a une idée d'ascendance aussi, je crois, qui est beaucoup et qui est très présente dans votre livre. Très présente, la notion de transcendance. Alors, je reviens à la vision biblique qui est assez diversifiée. L'âme, c'est quelque chose de polysémique. Si on regarde, par exemple, dans l'Ancien Testament, symboliquement, Dieu crée à partir de l'argile, de la terre, la matière, et au moment où il insuffle son souffle sacré, son souffle divin, cette matière devient animée, c'est-à-dire devient une âme vivante. Donc l'âme, c'est cette matière animée d'un souffle divin.
Ça, c'est la vision de l'Ancien Testament. Et puis l'apôtre Paul dira que tout votre être, votre corps, votre âme et votre esprit soient épanouis devant Dieu. Donc, c'est aussi la dimension psychologique. Mais je rejoins, il y a aussi cette notion de quelque chose qui nous dépasse et qui est porté par la transcendance, par le souffle. Et le souffle, on ne sait ni d'où il vient ni où il va, dira Jésus, mais il est là et on le ressent. Donc, c'est une réalité qui exprime la transcendance. Et c'est pourquoi les anciens du XIIIe siècle, comme les Béguines, disaient l'esprit, donc la spiritualité, c'est la fine pointe de l'âme. Et ce qui est très joli, c'est que vous matérialisez tout ça, notamment au travers de l'instrument, le violon. Oui. Comment? Expliquez-nous. C'est la vision des anciens. Tous les anciens luthiers considéraient les héritiers du luth, comme le violon qui en fait partie, comme étant justement l'être spirituel dans la quête de Dieu. Alors, je ne vais pas tout vous expliquer parce que c'est très complexe et c'est magnifique, mais il y avait cette vision qui est héritière des néoplatoniciens qui voyaient que tout est dans l'analogie d'une réalité supérieure. C'est-à-dire que toute réalité terrestre n'a de sens que dans la mesure où elle est le miroir et le reflet d'une autre réalité supérieure et nous mène à cette réalité-là. Et c'est intéressant, je citais les mystiques du XIIIe siècle, Hildegard de Bingen disait le manche de l'instrument, le luth, qui est devenu le violon entre autres, eh bien, les doigts de l'artiste qui gravissent ce manche jusqu'à la tête, c'est les anges et c'est les pèlerins qui montent et descendent comme l'échelle de Jacob. Et la tête de l'instrument représente la volonté divine pour les anciens. Oui, ça c'est très joliment imagé. Vous allez nous jouer d'ici quelques instants d'un morceau. On va y revenir, mais j'aimerais revenir peut-être à cette expérience très personnelle qu'aujourd'hui vous nous avez confiée, Valérie Séguin. Comment est-ce que votre famille l'a abordée? Parce qu'on a tous aussi notre manière, notre temps de deuil. Je crois que tout le monde dans la famille n'a peut-être pas accepté ça. On n'a pas eu accès à ces messages dont vous nous avez fait part. Comment est-ce que vos proches ont réagi? Alors, effectivement, je suis la seule sur le moment à avoir reçu un signe, mais en même temps, ça se voyait sur mon visage, si vous voulez, parce que je rayonnais. En plus, mon père était mon unique parent, donc ils ont vite compris qu'il se passait quelque chose d'anormal. Et puis ensuite, je ne suis pas la seule à avoir reçu des signes. C'est-à-dire 3 mois après, ma belle-mère a reçu des signes. C'était quoi ces signes? Alors, c'est intéressant. C'était au moment de son anniversaire, elle n'était pas très bien et il a plu dans la maison, mais au-dessus du fauteuil de télé de mon père et au-dessus de son bureau. Donc, alors qu'il n'y avait aucun problème de tuiles ou quoi que ce soit. Mais donc, voilà, elle l'a pris. Parce que je viens d'une famille complètement fermée à tout ça. Donc, ça l'a suffisamment interpellée pour qu'elle m'appelle. Elle me dit, mais tu te rends compte, il a plu uniquement sur son bureau et sur... Puis ça a duré une journée, hein, et uniquement sur son fauteuil et sur son bureau. Donc, elle l'a pris pour un signe. Et aussi, on a eu un autre signe aussi lors d'une naissance. Lorsque mon petit-neveu est né, ma grand-mère est décédée à la minute près, enfin voilà, au même moment que mon petit-neveu est né. Et la sage-femme s'appelait Daniel, qui était le prénom de mon père. Donc même mon petit frère, qui n'est pas ouvert à ça, m'a dit, tu te rends compte, il s'est passé ça. Voilà. Et ensuite, il y a eu un autre signe que ma belle-mère a eu. Quand son père est décédé, mon téléphone n'a pas arrêté de l'appeler. Et chaque fois qu'elle décrochait, il n'y avait personne au téléphone. Et le soir, elle m'a dit, mais t'as pas arrêté de me joindre, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, non, je suis désolée, mon téléphone ne t'a pas appelé. Et là, je tilte et je dis, OK, c'est papa qui a fait sonner ton téléphone. Voilà. Et je sens forcément beaucoup d'émotions. Pourquoi? C'est toujours ce sentiment d'amour, c'est quoi? C'est ce sentiment qu'ils sont là, quoi. Moi, j'ai la conviction que je les retrouverai parce que j'ai beaucoup de contacts médiumniques où je sais que ma grand-mère a retrouvé sa fille, mon père a retrouvé sa femme. Enfin, voilà, je sais qu'on retrouve nos défunts après. Ça, j'en suis convaincue. Et il y a beaucoup d'expériences, beaucoup de phénomènes qui nous le montrent, en fait. Mais ça veut dire quoi? Parce que vous dites des contacts médiumniques, à la base, vous n'étiez pas du tout sensible peut-être à ces questions-là, que ça se travaille, ça se matérialise? Non, je n'ai toujours aucun don médiumnique, mais chaque fois, comme j'ai interviewé beaucoup de médiums, ou après mes projections, parfois il y a des médiums qui interviennent, chaque fois que je prends un café ou un verre, si vous voulez, mon père vient. Voilà. Et maintenant, il n'y a pas que mon père, il y a aussi mes autres défunts. Thierry Lenoir, sur cette question, est-ce que c'est une aptitude qui se travaille ou une sensibilité qui se travaille ou
pas du tout. Votre avis sur la question? Je serais plus pour dire c'est un effet de grâce qui nous vient sans que forcément on l'ait travaillé, parce que je me méfie toujours des techniques qui nous amènent à quelque chose. Je pense, je suis plus dans le laisser venir et de l'accueillir comme une grâce qui peut venir, qui peut ne pas venir. Et c'est vrai que j'ai accompagné des êtres où j'ai aussi cherché à les rassurer, parce qu'ils avaient l'impression que s'ils n'avaient pas ce type d'expérience, ça veut dire qu'ils n'étaient pas les élus de Dieu ou qu'ils n'avaient pas fait suffisamment ce qu'il fallait faire, et qui, alors désespérés, cherchaient partout, et quitte à se mettre parfois sous des influences qui n'étaient pas forcément saines, parce qu'il n'y a pas que cela non plus. C'est sans nier votre expérience. Mais donc, voilà, j'essaye plutôt de les inciter à avoir confiance et à être apaisés. Et si quelque chose vient, l'accueillir comme une grâce. Voilà. C'est une réalité qui nous dépasse, qui est inexplicable, que Jésus lui-même a vécu, puisque, nous dit l'Évangile, pendant quelques jours, eh bien, il était là sans être là, il apparaissait, il disparaissait, il était reconnu ou pas. Et les médecins, j'y reviens parce que c'est important pour moi. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre métier, aux côtés de vous, de vos expériences, est-ce qu'ils veulent justement, et est-ce qu'ils souhaitent de plus en plus être voilà, peut-être formés, même si vous dites que c'est une grâce et qu'on ne peut pas s'y Oui, alors il y a de plus en plus de médecins qui sont intéressés et qui sont ouverts à la spiritualité et à une forme d'au-delà. Ça, c'est clair. Et je travaille avec Lita Basset, avec qui je suis engagé dans une association de formation de l'accompagnement spirituel. Elle-même a vécu ce type d'expérience de manière très précise. Elle a écrit d'ailleurs ce livre, C'est au-delà qui nous fait signe, et on en a beaucoup discuté, bien entendu. Valérie Seguin, comment est-ce que ça a changé votre quotidien? Alors déjà, depuis 10 ans, j'ai fait trois livres, enfin j'ai écrit 3 livres et réalisé 5 films. Donc clairement, c'est devenu, j'ai une vraie volonté de transmettre, enfin de faire savoir qu'effectivement, il existe un au-delà. Et je trouve que ça rend la vie plus joyeuse, en fait. Parce que vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des gens, des personnes qui ont très peur de la mort. Et alors qu'en s'y intéressant, finalement, en appréhendant qu'est-ce qui va se passer, en s'y intéressant, on a beaucoup moins peur. C'est très apaisant. Et ça permet aussi ça donne aussi des directions de comment vivre notre vie. S'intéresser aux expériences aux frontières de la mort, finalement, ça nous aide à vivre. Et ça nous aide à être... Par exemple, je sais que même il y a des jeunes dépressifs où les parents ont montré mon film L'âme, et ça les a beaucoup aidés. Si vous voulez, se tourner vers plus grand que soi, ça aide. Et on le voit, c'est une thématique qui touche beaucoup de monde, parce qu'aujourd'hui, vos films sont vus par plus de 5 millions de visions, notamment sur YouTube. Vous voulez bien nous jouer d'un petit extrait, Thierry Lenoir? Oui. Je vous en prie. Je vais vous jouer Prenez place. un extrait de Telemann, qui était un compositeur du XVIIIe siècle. Pourquoi ce morceau-là, précisément? D'une part, parce qu'on est en pleine période baroque, où justement il y avait toute une vision spirituelle de la musique. Et Telemann est quelqu'un qui a énormément influencé un certain Jean-Sébastien Bach, dont l'un des fils de Bach était le filleul de ce Telemann. Et Telemann était bien plus célèbre à l'époque que Jean-Sébastien Bach lui-même. Mais il a élevé la musique à cette dimension spirituelle. Et là, c'est une pièce très courte, j'ai choisi qu'elle soit très courte, qui a été composée par Telemann pour violon sans accompagnement. Donc ce qui convient bien. Je vous en prie, prenez place. Vous dites d'ailleurs dans votre livre, et je le précise pendant que vous installez, que la musique serait aussi ce médium sacré et qui permettrait justement, à la base, la musique était créée pour ça, pour avoir quelque part une continuité au sacré. Thierry Lenoir sur le plateau de Fais voir ta région, accompagné de son violon, quand vous voulez.
Merci beaucoup. Je vous invite à prendre place et à nous rejoindre. Thierry Lenoir, est-ce que vous accompagnez parfois certains patients, est-ce que vous leur jouez d'un morceau à leur chevet? Alors très régulièrement, je l'ai fait. Je parle au passé dans la mesure où j'ai pris cette retraite vis-à-vis de l'institution médicale où j'étais. Mais très très souvent, il m'arrivait dans des situations où soit le patient était dans une situation tellement extrême que le dialogue était difficile et du coup la musique permettait d'élever l'âme. Et c'est vrai que j'ai combien de fois vu des personnes, même des personnes aphasiques, qui ne parlaient pas, tout à coup avoir les yeux qui se mouillent et tellement de choses passaient au travers de cette musique, parce que la musique, c'est un pont qui nous relie à l'au-delà. Et c'était la vision de tous les anciens musiciens. C'était la théorie de la musique qui, justement, nous permettait d'être dans ce lien avec quelque chose qui nous transcende. Entre parenthèses, le mot théorie, chez les anciens, théoréa, c'est-à-dire théo-oréa, c'est-à-dire contempler Dieu. Voilà, Valérie Seguin, je crois que c'est aussi la musique, une expérience dont vous en faites part dans un de vos films. Tout à fait. J'ai filmé un médecin qui jouait de la guitare auprès d'un patient, justement, en fin de vie, qui ne pouvait plus parler, et également une personne qui accompagne la fin de vie aussi avec sa harpe. Donc oui, bien sûr, la musique est un vecteur, le chant est un vecteur pour se relier à l'âme. Avant de vous laisser partir, s'il y avait peut-être un conseil, parce qu'on parlait tout à l'heure de ces vibrations, de comment accompagner justement les gens en tant que proches dans leurs derniers instants, ça serait quoi? Est-ce que vous avez peut-être des conseils très pratiques à nous partager? Pour l'accompagnement, ce serait s'adapter à la personne, effectivement, la laisser partir aussi, accepter de la laisser partir. C'est pour ça aussi que c'est nécessaire d'être prévenu que la personne va partir, parce qu'il y a plusieurs étapes de deuil, justement, d'acceptation. Pour arriver à l'acceptation que quelqu'un parte, ou même pour soi, quand on sait qu'on va mourir, ça nécessite parfois plusieurs étapes. Et donc, c'est bien de se préparer assez tôt. Thierry Lenoir, pour vous? Alors, je vais reprendre une image du violon. Au cœur du violon, il y a une seule pièce dans cet espace vide qui s'appelle l'âme. C'est une petite pièce de bois qui est en équilibre sous le chevalet, donc qui capte la vibration des cordes et qui la transmet dans tout l'instrument jusqu'à la table d'harmonie, le dessus et le dessous. Cette âme est en équilibre instable. Et il faut régulièrement visiter le luthier qui lui redonne la place qui chante. Donc c'est le conseil et c'est dans l'accompagnement où j'essaye d'aider la personne à remettre cette âme au centre de sa vie. Thierry Lenoir, Valérie Seguin, merci beaucoup d'avoir partagé ces quelques instants avec nous. Et je vous propose pour terminer d'aller à la rencontre d'un taxidermiste de la région. Alors, un art peu pratiqué en Suisse, et ce même dans notre canton, alors que la chasse est, elle, bien ancrée. À Féchy, à l'auberge communale, le propriétaire est passionné de taxidermie. Cham s'est allé à sa rencontre. La première chose, je mets des gants. Je mets l'animal dans un sac et je le transporte. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis à Féchy et nous sommes dans les sous-sols de la célèbre auberge de Féchy avec le restaurateur Marcel Ambro. Bonjour. Bonjour. Et du coup, si on est ici aujourd'hui, c'est pour vous parler d'une de ses passions, car à côté d'être restaurateur, vous êtes... Taxidermiste amateur et naturaliste. Voilà. Et on a plusieurs pièces autour de nous, certaines que vous avez faites, d'autres que vous collectionnez. Déjà, pour commencer, la taxidermie, c'est quoi? C'est l'art de rendre un aspect vivant à un animal qui malheureusement a perdu la vie. Ici, aucun animal n'a été tué volontairement pour faire de la taxidermie. Ce sont des animaux qui ont été récupérés sur les routes, qui ont été trouvés dans les forêts lors de mes balades. Vous avez dit c'est un art ou un commerce? Attends, c'est un art. Enfin, c'est un commerce pour certains et je suis assez révolté de la taxidermie pratiquée uniquement pour chasser et mettre en valeur, par exemple, des animaux rares comme des lions, des éléphants qu'on achète très cher. Et ça, je suis révolté. En revanche, je trouve très joli de pouvoir redonner un semblant de vie à une dépouille d'animal qu'on aurait récupérée sur, encore une fois, d'une route heurtée par une voiture ou quelque chose. Justement, quand vous la rencontrez, quand vous la récupérez, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous en faites? On écorche l'animal, on retire la peau, on fait une forme. Avant, on disait empailler parce qu'on mettait de la paille, puis on pose la peau dessus, une fois que l'on l'a bien traité, on y met les yeux, et puis
on recoue le plus discrètement possible et on lui donne l'aspect le plus vivant possible. J'ai eu cette passion très tôt qui m'est venue grâce à un livre que j'ai reçu de ma tante et mon oncle, qui s'appelle Le naturaliste en campagne, de Gérald Durel. Ça, c'est ma Bible, hein, c'est ma Bible absolue. C'est ce qui m'a permis, je l'ai depuis mes 10 ans. J'ai eu de la chance aussi, grâce à mon papa, de rencontrer Albert Keller, qui était le spécialiste des chauves-souris au Muséum d'histoire naturelle de Genève. Et depuis l'âge de mes 10 ans, j'ai passé tous mes jeudis dans les sous-sols de Muséum d'histoire naturelle, dans le bureau d'Albert Keller. Passionné pour les animaux et la taxidermie, c'est pour le monde original. Qu'est-ce qui vous fascinait déjà à cet âge-là? C'est l'intérêt de la découverte des animaux. On les devine, on les voit en photo. Si on est un peu observateur, on les aperçoit, mais on ne les voit pas vraiment. Là, remis en pot, on va dire, naturalisé, on a tout le loisir de les observer, de les protéger, de les aimer, puisqu'on leur donne en fait une seconde vie. Ça a beaucoup inquiété, non pas mes parents, mais les psychologues de l'école, par exemple, qui pensaient que c'était une passion morbide. Il y a de moins en moins de taxidermistes. Les plus grands taxidermistes travaillent avec les grands musées. Il y a de moins en moins de liberté. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Donc, de toute façon, c'est très encadré, très protégé. Et mon fils de 4 ans, alors que je n'en ai vraiment jamais trop parlé ou que ce soit, c'est aussi intéressé beaucoup à ça. 4 ans, 5 ans maintenant. Il vient de fêter ses 5 ans. Et donc, on fait beaucoup de choses ensemble. Il est tout passionné aussi. Merci beaucoup d'avoir partagé votre univers. Merci d'être venu merci d'être venu dans ce sous-sol un peu bizarre. Merci beaucoup à Marcel Landreau. Et du coup, si jamais vous avez des questions sur la taxidermie, vous savez où le trouver désormais. Merci beaucoup. Merci encore une fois d'être venu là. Puis aussi de m'avoir écouté, bavard que je suis. Avec plaisir. Et si ces questions de la mort vous intéressent encore, donc l'occasion peut-être de découvrir ou redécouvrir ces films. Juste ici, les livres de nos invités. Valérie Seguin, on le disait en début d'émission, il y avait notamment cette tournée au travers de la Suisse romande. Quand et où est-ce qu'on pourra vous voir ou vous rencontrer? Alors, du 12 au 20 novembre, il y a à peu près une dizaine de villes, dont Neuchâtel, Martigny, Morges, Fribourg, Yverdon, Genève. Un peu partout, très bien. On prendra rendez-vous Thierry Lenoir, donc j'imagine qu'il y a aussi des séances de dédicaces pour votre livre. Oui, j'ai été déjà au livre sur les quais à Morges dernièrement, en septembre. Et puis maintenant, je vais me retrouver cet après-midi à Fribourg, en fin de journée à Sainte-Ursule, et puis après à différents endroits. Eh bien, merci beaucoup d'avoir partagé ces moments avec nous. À la maison, un plaisir également d'avoir été en votre compagnie. Très belle suite de programmes et à bientôt.